Nous sommes encore très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission, ce magazine audiovisuel, Vert Vert Info, votre magazine de questions environnementales et du développement durable. Nous sommes au groupe de travail Climat RED Plus Rénové aujourd'hui et nous sommes venus rencontrer le coordonnateur de cette structure, de cette organisation non gouvernementale qui s'intéresse en tout cas aux questions de l'environnement, du développement durable également. C'est monsieur Guy Kajemba, qui est donc le coordonnateur du GTCR+. Monsieur Guy Kajemba, bonjour. Bonjour, Olivier. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, nous sommes au mois de février, mais nous avons quand même cette obligeance de vous présenter nos vœux le meilleur pour cette nouvelle année 2025. Merci beaucoup, merci pour les vœux. Et je voulais réciproque aussi. Alors, nous sommes en 2025, mais nous allons faire une certaine rétrospective de l'année 2024 au niveau du groupe de travail Climat RED Plus Rénové, le GTCR, et faire également des projections pour cette nouvelle année 2025. Alors, 2024 appartient au passé, nous le savons, mais quel a été en fait, comment se sont portées les relations entre la société civile environnementale et particulièrement le groupe de travail Climat RED Plus Rénové et votre partenaire qui est le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, bien sûr. Bon, nous avons eu finalement quand même de bonnes relations parce qu'on sent qu'il y a au niveau des services techniques du ministère, il y a un engagement ferme à travailler étroitement avec la société civile. Une volonté que nous avons beaucoup encouragée, notamment à travers la mise en place de tout ce qu'il y a comme commission, comme groupe de travail. Nous avons salué l'intégration de membres de la société civile du GTCR dans les comités consultatifs locaux des forêts à un nombre plus élevé. On est maintenant à 4. Donc on sent qu'on prend au sérieux la contribution de la société civile à un niveau. On peut seulement avoir un peu des réserves au niveau politique. Il y a encore un travail à faire par rapport au niveau politique. Parce que là, au niveau technique, quand vous allez à la DDD, vous êtes avec les amis qui travaillent sur la CDN et les autres. On peut vraiment qu'ils tiennent vraiment à l'implication des communautés locales et toutes les personnes à travers les réseaux GPCR et les autres réseaux de petites personnes. Au niveau politique, là, il y a encore un travail à faire. Le dialogue n'est pas encore vraiment formalisé. Et ça, c'est encore un travail que nous faisons, mais nous sommes encore en train de continuer le plaidoyer pour que nous puissions avoir un cadre permanent, plus ou moins permanent, d'échange et de dialogue avec la MINETA et son équipe, de manière à ce que nous puissions un peu faire le point sur l'état d'avancement de quelques questions. Vous vous souvenez que nous plaignons beaucoup plus de surprises par rapport à des documents de décrets qui sont signés par moment sans qu'on soit informé, on est surpris et que ça pose souvent des problèmes. Voilà. Donc on peut dire que les relations ont quand même évolué dans la bonne direction, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, ça a évolué, mais nous avons encore un travail à faire parce que là, un travail à faire pour que ce soit encore plus mieux que ça. Hein. Enfin, on veut toujours la performance, on ne veut pas se limiter là-bas. Parce qu'il y a des choses à améliorer, il y a des communications, il y a des discussions, la prise en compte régulièrement des besoins d'intérêt des communautés reste notre souci, au-delà de tout ce qu'il y a comme enjeu politique qui ne nous concerne pas beaucoup. Alors, Cordon, comme nous l'avions dit tantôt, on va essayer de jeter un regard rétrospectif sur l'année 2024, sur les activités que vous aviez menées, sur ces cas, en tout cas constitués l'année 2024 au niveau du groupe de travail Climat RED Plus Rénové. Mais dites-nous d'abord, qu'est-ce qui a marqué 2024 au niveau du groupe de travail Climat RED par rapport à ces activités? Bon, nous allons dire que l'année 2024 c'est pour nous l'année charnière, parce on a été en fin programme depuis 2023, juin 2023. Et donc, on était encore en train de reconstituer et de renégocier nos partenariats à divers niveaux.
Et à ce niveau-là, je vais vous dire que nous avons beaucoup plus d'avancées avec les partenaires bilatérales et multilatérales, notamment le FCDE, la coopération britannique, et après EFI, et aujourd'hui nous sommes avec SIFOR dans le cadre, donc tout ce travail-là de programmation, de planification, de discussion sur l'avenir, de préparer la suite de la GTCF pour les années à venir, ont été notre vrai champ de bataille. Et voilà, et donc, bien sûr qu'on n'a pas cessé de continuer à suivre les enjeux au niveau national, notamment les différentes réformes sur l'agriculture, sur l'aménagement du territoire, sur le foncier. Et là, bien que ça va au pas de ralenti maintenant, nous continuons à suivre pour que ça puisse être une réalité. Et là, ça poursuit le travail. Aussi, charnière parce que il y a eu une grande transition par rapport au programme intégré qui de la plupart certains d'entre eux ont été enfin en situation d'activité, et d'autres étaient en train de reconstruire une nouvelle façon de travailler, une nouvelle dynamique. Et tout ce travail-là a été pour nous important de suivre de très près pour nous assurer que ces programmes intégrés qui sont la plupart dans des provinces forestières et des provinces un peu plus reculées prennent en compte l'implication des communautés locales et des peuples autochtones dans leurs réflexions. Et voilà donc ce qui a construit évidemment, après cela, il faut ajouter toujours les plaidoyers au niveau international, notamment dans la COP Azerbaïdjan, où nous avons pu construire un partenariat que nous allons finaliser avec les sociétés civiles des trois bassins. Et là, c'est vraiment quelque chose, nous avions ce souci-là d'harmoniser nos vies, parce que peut-être que vous savez, il y a toujours des débats sur l'injustice climatique, sur l'injustice des finances, et que vous allez voir que nos amis du Brésil sont plus avancés comme ce civil, et nous avons voulu nous mettre en consortium pour partager l'expérience et pour avoir des positions communes par rapport à certains enjeux, et pour que notre public soit encore plus connu. Et cette initiative que nous avons commencée depuis 2003, était difficile parce que vous savez, nous avons l'Indonésie, nous avons le Brésil et nous avons nous. Quand vous voyez les charges horaires, il est difficile de se réunir parce que quand les gens se réveillent, ils dorment. Et que donc, nous avons travaillé, je crois qu'à Belém, nous allons formaliser, au Brésil, à Belém, à la COP30, on va formaliser cette plateforme qui est pour nous un enjeu important et un résultat qui va nous permettre à un moment donné de nous rassurer que nous sommes en train de faire un plaidoyer plus fort, surtout dans les grands forats, des grandes réunions internationales. Alors, Cordon, plusieurs activités se sont déroulées, tant au niveau national, peut-être régional aussi et international. Mais quelle a été la contribution du GTCRR au niveau d'abord national par rapport à toutes les activités que vous avez menées ou auxquelles vous avez bien sûr participé? Quel a été le point d'orgue de votre participation dans une certaine mesure? Comme vous savez, notre participation, enfin, on n'est pas gouvernement, c'est-à-dire qu'on donne des propositions, qu'on essaie de pousser pour que ça avance. C'est que nous avons réussi aujourd'hui à avoir une ouverture, par exemple, pour contribuer à la politique forestière nationale, qui est une réforme stratégique et qui comprend un ensemble d'éléments d'information, parce que là, il faut voir la révision du code forestier, il faut voir tout ce qu'il y a comme arsenal juridique par rapport à nos forêts. Et ça, nous avons eu des ouvertures pour donner des contributions comme c'est civil à notre niveau. Nous avons continué toujours à intervenir dans des grandes discussions et voilà que, donc ça nous a permis encore une fois d'être plus, de mettre en surface notre préoccupation traditionnelle parce que nous n'avons pas deux ou trois préoccupations. Nous tenons à ce que tout ce qu'on peut faire, toute la réflexion qui va vers la réduction de la pauvreté et de la déforestation tienne compte à tous les niveaux, de droits des communautés locales et peuples autochtones, évidemment, en passant par les minorités, les vulnérables et tout le reste.
Mhm. Alors, est-ce que dans l'agir, dans votre agir, dans votre participation, dans votre plaidoyer, est-ce que vous êtes dans une certaine mesure satisfait du travail que vous abattez, particulièrement pour ces communautés locales, ces peuples autochtones qui sont en fait les premiers dépositaires de nos forêts? Est-ce que vous êtes dans une certaine mesure satisfait du travail que vous abattez? Bon, vous savez, nous avons d'abord des inquiétudes, c'est à un niveau, au niveau de, comme encore de la justice des finances, justice des finances, disons, l'équité dans le financement des projets et programmes au niveau mondial. Et nous avons aussi des préoccupations dans ce qu'on appelle la mobilisation des fonds domestiques. Et que donc, on n'est pas encore au niveau où on peut se rassurer qu'il y a une réduction de la pauvreté au niveau des communautés. Mais on sent qu'il y a des initiatives par-ci par-là qui permettent à ce qu'on puisse avoir l'espoir. L'espoir, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir un modèle comme le projet ERA, par exemple, qui est vraiment un modèle qui peut nous aider à avoir des informations, des éléments qui peuvent nous aider à faire un peu accompagner ce projet. Donc, on n'est pas aussi satisfait que ça parce que, comme on l'a dit encore à Bakou, nous ne sommes pas encore assurés des engagements des uns et des autres par rapport à l'accord de Paris et les autres engagements pour financer, pour financer les efforts qui sont démontrés, qui sont palpables, qui sont pratiques et pragmatiques des communautés locales. Est-ce que vous êtes quand même aussi, pas vraiment, pas dans le sens d'être satisfait, mais est-ce que vous voyez une lueur d'espoir par rapport aux engagements pris par le gouvernement, par exemple, en faveur des communautés? Vous avez cité, par exemple, les cas de ERA. On a appris que ce projet, c'est quand même un projet porteur qui apporte beaucoup de soulagement au niveau des communautés locales avec des infrastructures. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement aussi est sur cette voie pour réduire un tant soit peu la pauvreté des communautés locales? Oui, vous savez, bon, on a encore un problème au niveau du déficit par rapport à l'engagement des acteurs du gouvernement ou la compréhension et peut-être la capacitation de certains acteurs du gouvernement sur cette question-là. Les questions de changement climatique sont des questions qui sont exigeantes. Le finance climat est exigeant, c'est pas de l'argent comme on va prendre des combats vraiment en poche ou on prend des carrières minières comme on prend. Et ça doit quitter dans la tête des politiques. Ceux qui comprennent qu'il faut un travail fastidieux, il faut des évidences, hein, il faut vraiment construire des bases de données, des données qui sont solides et qui sont véritables, et continuer un plaidoyer réaliste en garantissant une bonne gestion des ressources naturelles et tout le reste. Et que donc ce travail-là, il faut encore qu'on le faire parce que on a beaucoup de soucis par rapport à la qualité de notre gouvernance compte tenu de cela. Mais d'une part et d'autre part, ça ne dédouane pas les partenaires parce que ce n'est pas parce qu'on est à une nouvelle gouvernance qu'on n'est pas champion de la forêt. La forêt est là, elle sera toujours là. Elle sera toujours là, elle est ce qu'elle est. Et que donc, il y a des gens qui vivent dedans qui n'ont rien à faire avec cette question de gouvernance et il faut qu'on tienne compte d'eux. Et ça, c'est notre souci, c'est notre plaidoyer qu'on amène comme disons, je ne parle pas de la comme un modèle parce qu'il n'y a pas à comparer, mais au moins c'est une petite qui a commencé. S'il y avait des comparaisons à faire par rapport à d'autres, on peut dire autre chose parce qu'on attend aussi le programme OPERPA de la Banque mondiale qui sera dans le Banque bientôt. Et qu'il y a d'autres initiatives qui sont par-ci par-là, que nous encourageons et que nous voulons voir un peu avancer avec des appuis directs et distincts des communautés. Pas dans ce qu'on appelle, moi j'appelle des postes troués où l'argent entre, on parle de millions de dollars, mais on ne voit pas. Ouais. Mais est-ce que vous-même, vous bénéficiez encore de la confiance de vos partenaires aussi dans ce que vous faites ou dans ce que vous avez fait tout au long de l'année 2024? Bon, c'est ce que je pense que nous avons construit des crédibilités par rapport à la garantie. Parce que vous savez, comme vous savez, je l'ai toujours dit, la société civile congolaise est souvent plurielle. Et quand on voit les autres domaines, ça pose problème pour que les gens acceptent de se mettre ensemble et de discuter sur les questions réelles et de poser les problèmes réels sans parti pris. Et ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que c'est aussi la capacité de se rassurer qu'on ne parle pas au nom de soi-même. Que nous ne parlons pas dans ce bureau de GTCR, nous parlons au nom des communautés
Parce que nous avons aujourd'hui des coordinateurs provinciaux points focaux qui peuvent nous informer à temps réel de l'évolution des questions sur place. Et en mettant tout ça ensemble, on a un plaidoyer solide qui rassure tous les partenaires. Parce qu'ils ont le temps de vérifier, vous savez, ils peuvent aller à Maniema ou quelque part, dire est-ce que vous pouvez voir quelqu'un de GPSR? Ils vérifient, ils peuvent discuter, ils peuvent réunir les gens, et voilà. Et nous, notre travail, c'est d'être seulement on s'appelle ça le point de passage ou le point de l'intersection pour essayer un peu de consolider tout ça et ramener ça à. Donc, on peut dire que les GCR bénéficient quand même de la confiance des partenaires et par rapport aussi à tous les points focaux qui sont dans les différentes provinces. Et au niveau national, c'est vrai, vous avez mené votre plaidoyer, votre lobbying, mais est-ce qu'au niveau international, les GTCR ont encore cette aura, cette crédibilité-là aussi que les GTCR peuvent faire valoir à ce niveau-là? Bon, je pense que nous on a l'option de travailler localement. C'est-à-dire au niveau national, international, c'est pas un problème de crédibilité beaucoup plus. C'est un problème de compétence, de capacité. Nous avons quitté la phase préparatoire de ces processus où on était dans les lobbying, on était dans de se faire voir, de se faire connaître. Ici, nous sommes dans la phase d'investissement. Et nous, on n'a pas besoin nous voulons qu'on puisse voir les communautés et que le prise en compte dans les discussions avec les partenaires. Et ça, c'est un problème qu'on doit faire. Nous avons l'audience, nous sommes reconnus à beaucoup de niveaux, beaucoup d'instances pour porter ce message-là, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau du diplomate accrédité à Kinshasa, que ce soit au niveau international dans les grandes les grands salons, les grandes conférences. Nous sommes là, nous sommes toujours sollicités pour venir parler de l'expérience de l'immunité civile et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer la question. Et aussi, vous savez que les partenaires tiennent beaucoup à un autre son de cloche. Et ça, c'est aussi un travail que nous devons faire pour que nous puissions rapporter le problème de manière neutre. On ne doit pas être une caisse de résonance ou apparaître comme une opposition. On est là pour que le problème soit rapporté et posé de manière objective. Et avant, nous n'avons pas, ce n'est pas pour aller faire des réflexions en Europe. Nous faisons des discussions ici et nous cherchons des consensus. Et après, la question peut sortir s'il le faut. Alors, au niveau international, c'est vrai, vous l'avez dit, vous avez pris part, par exemple, à la COP en Azerbaïdjan, à Bakou. Mais est-ce que la voix de la société civile, qui est bien sûr plurielle, elle est également portée par le groupe de travail Climat de Rénover par rapport à ses activités au niveau national, mais qui sont un peu peut-être transportées au niveau international, comme à la COP 29, à laquelle vous avez pris part? Oui, vous savez, nous, on ne peut pas continuer à dire que nous sommes les meilleurs, nous sommes ce que nous sommes. Il y a encore des efforts à faire pour fédérer certains travail de la société civile de manière à ce qu'on puisse aller ensemble. Alors, par moment, on a des petits soucis liés au fait que il y a des électrons libres. Des électrons libres qui sont pris en charge par un partenaire quelque part et qui n'arrive pas vraiment, compte tenu des agendas aussi, bien sûr, qui n'arrive pas à faire en sorte qu'on puisse avoir une planification commune. On peut produire une position commune, une planification commune de la participation. Ça pose encore problème. Nous y travaillons pour qu'à Belém, on n'y aille pas en ordre dispersé. Même si on va amener un message, mais qu'on ait le temps de nous organiser sur place pour que nous puissions, disons, nous puissions avoir un stand, un cadre qui nous permette de voir tout le monde d'être ensemble. Et voilà, donc non seulement il y a nous, le GTCR, ce n'est pas une organisation, ce sont les membres du GTCR qui font ce travail. Et que donc, tout ce que les membres font à l'extérieur qu'à l'intérieur, tant qu'ils restent dans la logique de notre vision, qui est une vision de voir un peu la réduction de la pauvreté, aller jusqu'au plus fond, dans les endroits les plus profonds du village, où il y a des gens
qui régulièrement vivent avec des efforts pour préserver les forêts, nous sommes ensemble. On a essayé de bosser, Cordon, l'année 2024 par rapport à vos activités, vos interventions, votre plaidoyer. 2025, nous y sommes déjà et là peut-être bien commencer, bien sûr, avec une conférence interministérielle internationale sur les paiements pour services environnementaux en Afrique centrale. Nous vous avons vu à ces assises. Quelles sont d'abord les projections que vous voulez faire pour cette année 2025 qui a déjà commencé? En fait, nos projections, vous savez, par moment, c'est lié au contexte et aux enjeux. Nous avons une vision, et nous disons, il faut que nous devons veiller, nous avons vraiment la volonté de faire avancer les réformes, parce que ça plombe quelque part et ça n'avance pas pour beaucoup d'entre eux. Et par moment, ici, la politique est là, la loi n'est pas là, elle n'est pas promulguée, elle est rentrée au Parlement, tout ça. Dans l'ensemble, c'est vraiment une enjeu. L'autre enjeu, c'est comme je disais, tout ce qu'on discute par rapport au paiement de services alimentaires, paiement par rapport au mécanisme de partage de bénéfices, au mécanisme de gestion de plaintes et recours, pour que le contenu, les communautés puissent être prises en considération, reste notre créneau. Et donc, nous avons voulu que toutes ces architectures-là de financement puissent fonctionner de manière, et ça, c'est notre travail pour nous allons y travailler. On y a été dans le cadre interministériel pour la nation du Congo, mais je pense qu'on reviendra encore, ou on revient encore avec chez nous, pour qu'on ait un dispositif national qui va nous permettre de nous assurer que les partages de paiement de services environnementaux vont être équitables et justes, et voilà. Ce n'est pas nouveau, en fait, ces termes au paiement pour services environnementaux, mais c'est comme si au niveau de l'Afrique centrale et particulièrement au niveau de la République démocratique du Congo, c'est comme si ces termes sont nouveaux et puis on voudrait les mettre vraiment en avant-plan. Quelle peut être l'implication de la société civile environnementale de façon générale et du GTCR pour que, en tout cas, ces communautés qui sont les premiers gardiens des forêts puissent bénéficier de ces paiements en question? Vous savez, la première chose, ce qui est important, c'est d'abord l'information. On ne peut pas venir chez quelqu'un pour lui dire, non, on vient te donner l'argent, et puis on ne sait pas d'où ça vient. On va dire, peut-être il a volé derrière notre maison, notre compte, il vient donner l'argent. Donc l'information, ça c'est notre travail. Nous allons travailler sur l'information, la vulgarisation, pour que les communautés s'approprient ces mécanismes. En parallèle d'autres mécanismes, il faut savoir que le paiement pour les services alimentaires, c'est un paiement hors marché carbone. C'est global. Mais le marché carbone prévoit une autre dispositif qu'on appelle le plan de partage de bénéfices. Et tous ces outils-là, il faut aller aussi ajouter encore d'autres instruments qui nous permettent, parce que tout ça, c'est discuté à travers les MRV. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être payé sur ce qu'on ne connaît pas. On me paye des dollars, ça en fonction de quoi, sur base de quoi. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour avoir ça? Ça, c'est au niveau de MRV communautaire. Et tous ces instruments-là mis dans un paquet doivent être bien compris et interrogés par les communautés pour qu'ils puissent savoir quand ils vont négocier, parce que cette section de négociation va demander les clips, les consentements et tout ça, pour qu'ils puissent savoir comment nous allons nous prendre. Et ça, c'est un travail que nous devons faire aussi en même temps. Alors, 2025, nous y sommes, Cordon. Il y a des projections, bien sûr, que vous faites. Mais il est remarqué des fois que la société civile est parfois à la traîne. C'est vrai que vous êtes un partenaire, mais vous n'imposez pas vos observations, vos avis au gouvernement qui a en fait la politique en la matière. Mais est-ce que la société civile aujourd'hui peut être une et indivisible pour peser un peu plus sur le plan national? Bon, comme je disais, tout le problème, c'est que la société civile est civile, elle n'est pas militaire. Et que donc, on ne cessera jamais de faire la pression, de servir les garde-fous, disons, pour promouvoir, protéger
les droits des communautés locales, à tout moment. On peut ne pas être entendu, mais on attendra toujours parce que ça peut rattraper le pouvoir. Vous savez, ce qui nous intéresse ici dans ce processus, c'est que la société civile a une arme. Les communautés ont une arme. Vous pouvez aller faire vos engagements là pour aller prendre une forêt, les mettre sur le marché et avoir de l'argent. Mais si on fait comme on a fait à Bateke ici, on brille, c'est fini, vous allez vous plaindre. Parce que finalement, les marchés Carbone, les places Carbone les avances sont payées sur base des résultats. Et quand vous n'avez pas de résultats, vous n'avez rien. Et que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ceux qui vont vous aider à avoir des résultats sont des communautés. Et que donc, à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, on doit s'assurer que la société civile est dedans. Et ça ne demande pas de nous battre. Ça ne demande pas d'aller partout. Nous sommes en désaccord sur beaucoup de choses. Moi, je l'ai dit encore au début. Et on continue, on ne casse pas les bras, on continue à faire la pression. On espère que peut-être le régime peut changer d'un moment à l'autre, ou la personne peut changer, parce que par moments, ce sont des idées, des individus qui sont au pouvoir, qui nous amènent dans des dérives comme ça. Des dérives où on perd la crédibilité au niveau national et international, parce qu'on a des engagements qui sont coulés dans des documents qui sont validés à tous les niveaux, les accords de Paris, les plans, notre stratégie de développement, les autres stratégies qui existent, et les autres engagements, par-ci, par-là, on signe, mais on ne sait pas à quoi on s'engage quand on veut faire des choses. C'est-à-dire que nous verrons à ce qu'on rappelle chaque fois aux décideurs qu'ils doivent respecter les engagements qu'ils ont pris avec les communautés au niveau international. Ils doivent continuer à se rassurer que nous, on travaille tant que les droits des communautés, les communautés sont organisées dans ce travail, on n'a rien à faire avec eux. Mais quand ça tourne dans l'autre sens, là, ça devient compliqué. Et comme je vous disais, nous, peser, l'avantage, le principe de la société civile, c'est la diversité. Mais avoir quand même un consensus sur des grandes questions. Et c'est ça le travail du GTCR. Le GTCR arrive à un moment donné à mettre, nous avons fait ici, on peut parler de 450 organisations, et nous avons une dizaine de réseaux nationaux qu'on peut regrouper ensemble pour dire si cette question, cette fois-ci, c'est une question de vie ou de mort, on doit se prononcer. Et après, de petites divergences liées à des petites questions qui sont sectorielles par rapport aux thématiques. Et ça va arriver. Les questions de carbone, les hydrocarbures, on va revenir là-bas, on revient sur les questions, c'est pas mal de corridors. Donc là, on peut avoir des points, mais il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges, et comme je vous l'ai dit, faites ce qu'on voulait faire, tout ça, ne dépassez pas quand même, ne faites pas de passer les limites en imposant aux communautés des choses pour lesquelles ils n'ont pas été informés. Gordon, toute la société civile, quoi qu'elle est plurielle, mais elle parle en faveur des communautés. Et pourtant, sur le terrain, vous remarquerez qu'en tout cas, les conditions des filles de ces communautés ne changent pas, ou en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe au juste? Non, on va parler de communauté, mais moi, je ne veux pas aller très loin parce que je parle de la République. C'est une question générale, la pauvreté d'engrais toute la RDC. C'est pas parce que nous parlons, notre gouvernement, je parle d'évolution des ressources domestiques, il n'y en a pas. Il n'y a pas, donc le gouvernement ne se soucie pas de ces communautés-là, nous voulons qu'on fasse quoi? Si on a des problèmes au niveau de la République, une pauvreté qui s'accroît tous les jours, les communautés ne vont pas échapper. Mais nous n'avons pas de pouvoir de chercher des moyens pour changer cette situation-là. C'est que le pouvoir que nous avons, c'est d'aller vers d'autres partenaires pour leur dire non, c'est un peu d'aider ces gens-là parce qu'au moins ils contribuent à un niveau. Et c'est là où on mobilise des financements domestiques, même si ça n'est pas encore bien fait. Mais je peux vous dire aujourd'hui que la RDC, après, pas à travers le gouvernement, mais à travers les autres, on peut être à 1,5 milliard qui est en pipeline, qui peut aider à ce qu'on puisse améliorer les choses. Là, je parle des petits forests, je parle de l'OPERPA, je parle des projets de FONARED. Je vais aussi parler de FCDO qui a mobilisé des fonds pour l'Afrique centrale. Et tout ça, donc, de CAFI, donc tout ça on met ensemble, donc il y a des moyens pour lesquels nous pouvons nous battre pour faire ça.
Mais globalement, je vous dis que la pauvreté ne peut pas être réduite par les appuis extérieurs. C'est un problème de gouvernance interne. Ça, c'est un autre travail. Cordon, on va terminer cette émission, mais on ne peut pas la terminer sans évoquer, en tout cas, le couloir vert Kivu-Kinshasa, cette réserve à vocation, cette aire protégée à vocation réserve communautaire. Vous êtes la société civile et vous connaissez en tout cas les rouages de tout ce qui peut se passer par la création, pour la création d'une aire protégée. Quelle est la lecture du GTCRR par rapport à cette création de cette aire protégée? Notre lecture, je pense qu'on l'a déjà on l'a donné plusieurs fois. Pas qu'on va y revenir parce qu'il y a des évolutions positives ou négatives chez ça des fois. Notre lecture est que c'est dommage parce que l'air est déjà créé. L'air est déjà créé. Créé à des termes un peu confus. L'air, je sais pas, on appelle ça conservation communautaire et tout ça. Ça pose problème. Évidemment, il y a un travail qui a été fait pour essayer de réajuster en révisant vite la loi pour essayer pour les besoins de la cause, en mais fait. le problème reste entier. Nous pensons qu'il faut avoir des séances de travail et des discussions approfondies pour la qualification du travail. On ne le rejette pas. Il n'est pas en soi mauvais, mais il a été conçu de manière cavalière, où il y a des préalables très souvent dans ce genre d'engagement. Et ça, comme dit, ça me rappelle toujours le problème des appels d'offres de pétrole. On ne peut pas se retrouver avec deux ou trois experts qui viennent avec des idées et on le met dans les documents, on publie, on oublie que ça va impacter sur les communautés d'une façon ou d'une autre. Si on le dit, c'est sur base de faits. Nous sommes entre 10 provinces. Et ces 10 provinces-là, quand vous voyez la carte, c'est l'espace-là couvre presque toute la richesse de la RDC centrale, de ces couloirs-là. Donc, vous allez trouver dans ces aires protégées-là, dans ces corridors, il y a des aires protégées. Une aire protégée ne peut pas être une aire protégée communautaire. Oui, elle est protégée, elle n'est pas protégée. Et quand elle est protégée, c'est pour que les communautés n'accèdent pas. Alors, comment est-ce que les communautés vont se protéger elles-mêmes dans la... Donc, il y a un problème là. On peut parler de peut-être des paysages ou de landscape, tout ça. Dans ça, nous avons des gisements de minéraux, les coltas qui passent partout dans la face là, les coltas de pétrole et tout ça. Il y a toute la question sécuritaire à l'est. Il y a des zones urbaines, des zones de ville. Il y a même une ville 24 communes qui se retrouvent dans ces zones protégées-là, dans ces aires communautaires. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment une réflexion approfondie pour savoir concrètement comment ça va se passer. Et nous, pour Ansipo, on a pris les contacts avec tous ceux qui sont impliqués dans ça. Et on pense que on aura encore des occasions, des ouvertures. Nous prions qu'on donne des ouvertures pour qu'on puisse réaliser clairement. Vous allez voir même la carte qui a été produite. C'est une carte qui a été produite, on ne sait où, parce que la DIAF qui est censée produire des cartes ne peut pas produire de cartes comme cela, parce que celle-là produite, on n'a même pas pris en compte. Et que donc, il y a des problèmes. Et après, quand vous cherchez maintenant, ce projet vient d'où? Vous arrivez au ministère, vous n'avez pas la visibilité de service. Un problème qui concerne, on trouve l'ICCN, mais de manière isolée. Après, on trouve la présidence. Après, ce sont des universités de Mons et des Gants, de Belgique. Et vous retrouvez le monsieur Emeraude dedans. Et vous dites, à quel moment est-ce que tous ces gens-là ont travaillé? Ils ont consulté tout ce qu'on fait ici, en principe, il y a un atelier de validation des choses, ou un atelier de présentation de telle initiative. Chaque fois, c'est fait chaque histoire, on apprend. Mais ça ne peut pas passer par là, c'est tout ça le souci. En tout cas, ça fera peut-être encore couler beaucoup d'encre de salive, cette réserve à vocation communautaire qui est Kinshasa, couloir vert. Cordon, on va terminer avec cette émission. Vous avez fait un comeback sur 2024, vous faites des projections pour 2025. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous suivent pour conclure avec cette émission?
Ce que je peux dire pour conclure cette émission, il faut qu'on garde l'espoir et qu'on travaille. À tous les niveaux, nous avons tous les atouts. Pays solution, c'est vrai, et ce n'est pas aussi faux parce qu'aujourd'hui, nous sommes les premiers poumons mondiaux. Mais ça, on doit être concret et réaliste. Il ne suffit pas d'avoir, on ne peut pas manger de l'or même si on l'a. C'est bon de l'avoir au celui qui a de richesse, mais après, tu manges quoi? Voyez. Donc, il y a un travail que nous devons être optimistes et continuer à travailler de manière à ce que nous puissions documenter, nous puissions alimenter notre plaidoyer de manière à convaincre encore davantage. Et évidemment aussi travailler sur la gouvernance de manière à assurer encore davantage les partenaires techniques et financiers. Les regrets que nous avons, c'est que nous avons maintenant un obstacle qui aura des impacts terribles sur l'avenir des processus de forêt au niveau mondial à notre niveau. C'est l'arrivée des trains qui déjà a suspendu l'accord de Paris, qui aujourd'hui a coupé le financement d'un plus grand partenaire de l'environnement, notamment l'USAID. Et que donc, c'est que l'année 2025 ne sera pas aussi facile que nous le pensons, et qu'il faut commencer à réfléchir à des plans B, comme on dit dans le c'est ça. Merci beaucoup, Cordon. Il faut réfléchir à un plan B, même s'il n'y a pas de planète B. Nous avons donc fait une rétrospective pour 2024 et les projections pour JETSER en cette année 2025 avec tout ce que le groupe de travail Climat REDD+ Rénové a à faire tout au long de cette année 2025. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette émission vers Info qui va revenir bien sûr la semaine prochaine. Soyez toujours des nôtres sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, sur YouTube, vers TV et sur tous les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine pour d'autres informations environnementales de la République démocratique du Congo, notre pays, mais aussi d'ailleurs à travers le monde, parce que le monde, c'est aujourd'hui un village. Au revoir et à très bientôt.